Vince me dit bonjour, pourquoi Tudor écarte Payet alors qu'il peut encore être décisif pour l'équipe? C'est une bonne question, j'en ai eu plein sur Tudor, il y en a plein qui me demandent si Tudor doit dégager, donc je vais faire un blow avec cette question. J'ai pas compris cette démonstration de force et d'autorité totalement inutile de Tudor envers Payet, alors que le garçon a quand même vécu une semaine difficile avec ses 3 matchs de suspension suite à sa baffe à Lens. Alors après, il avait qu'à pas la mettre la baffe, on est tous d'accord là-dessus. Le vol de sa voiture, c'est une semaine difficile. Après, il apprend qu'il va pas être titulaire alors qu'il reste sur 2 buts en 2 matchs. Ouais, peut-être qu'il a un petit peu, peut-être qu'il a traîné les pieds, mais enfin, il me semble pas que dans une saison où il a pratiquement compté pour du beurre, l'attitude de Payet ait été mauvaise tout au long de la saison. Donc je trouve que cette démonstration d'autorité est parfaitement inutile. Surtout qu'encore une fois, Payet restait sur 2 buts en 2 matchs, et quand tu vois le niveau de créativité extraordinairement faible de cette équipe de Marseille, se priver de Payet, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que Payet, on ne va pas me dire qu'il aurait pas pu s'apporter plus que Malinowski. Allez, viens, allez, hop, 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 allez, Bibi. Voilà, boum, allez. Alexandre Bringard me dit « Salut Pierrot, Philippe Montagnier a réussi sa saison au Toulouse Football Club après avoir remporté la Coupe de France et le maintien en Ligue 1. Quel joueur vous satisfait ?» Beaucoup de joueurs qui m'ont satisfait dans cette équipe de Toulouse. Il y a le défenseur Rouault, j'ai trouvé bon, Van den Bomen, très intéressant. Dalinga qui, même s'il me semblait au départ pas avoir énormément de qualité, a quand même marqué pas mal de buts. Abouklal a fait une très bonne saison avant de défrayer la chronique pour beaucoup de raisons extra-football. Voilà. Après, ce que je regrette avec Toulouse, c'est que depuis la finale de la Coupe de France, il y a une sorte de coupure de courant et que voilà, ils jouent pas vraiment le jeu. Alors après, c'est vrai qu'ils ont des problèmes extrasportifs qui doivent aussi un petit peu les perturber, mais c'est vrai que dans un championnat où finalement on s'aperçoit qu'il y a très peu d'équipes du ventre mou qui ont laissé tomber, à part Nice, c'est un peu dommage. Elias Recham, me dit « Les ultras strasbourgeois sont vent debout contre un éventuel rachat par Todd Boehly. Ils refusent que le Racing devienne un simple club satellitaire. Partages-tu leurs craintes ?» J'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Il faut bien comprendre la situation. Là, je vais peut-être être un petit peu long, mais il faut bien comprendre la situation du Racing Club de Strasbourg. Marc Keller a repris ce club en National 2. Là, le club va se maintenir pour la 6e année consécutive en Ligue 1, ce qui n'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire du club. On est plus dans le domaine d'un conte de fées qu'autre chose. Malheureusement ou heureusement, le stade est à guichet fermé à tous les matchs. Les hospitalités, la restauration, les animations sur l'esplanade du stade, c'est blindé à tous les matchs. Les loges, il y a des listes d'attente longues comme le bras. En termes de ressources, ce club est au taquet. Et on s'aperçoit que malgré ça, malgré les investissements, contrairement à ce que chouinait Julien Stéphan tout le début de saison, les investissements du club, refuser 12 millions de la Salernitana pour Diallo, prolonger Persich, prolonger Cels, ne pas vendre à Jorque, conserver Djikou, tout ça, on s'aperçoit que le Racing s'est battu pour son maintien toute cette année. Donc tu n'es jamais à l'abri d'une saison sans, quand tu as un budget de la faiblesse du Racing Club de Strasbourg. Donc il me paraît tout à fait logique, quand on a quelqu'un comme Marc Keller, dont je pense personne ne peut de l'amour qu'il porte à son club,
c'est tout à fait logique de chercher des nouvelles ressources. Il faut vraiment le prendre pour le dernier des abrutis pour penser qu'il va refiler le club à n'importe qui pour prendre ses sous et briguer la présidence de la Fédé. Ce qu'il veut, c'est que le Racing ait plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, tu luttes contre les Qataris, contre Marseille, contre les Russes de Monaco, contre les Américains de Marseille, contre les Américains de Lyon, contre Ineos. C'est-à-dire que tu fais un peu le bilan de cette équipe. Déjà, les 5 premières places sont trustées. Donc, et il faut pas oublier non plus que le club doit mettre 50 millions de sa poche dans tout ce qui va se passer entre l'académie, le centre d'entraînement, le stade. Donc voilà, s'il trouve un club qui paye les actionnaires, paye ses 50 millions et renforce de façon considérable l'équipe, il est évident que c'est vital pour le club. Alors que ce soit dommage ou pas, c'est un autre problème, mais c'est pour le bien du Racing, il faut absolument arrêter d'en douter. Et si les supporters préfèrent que le club, tous les ans, commence un championnat en jouant le maintien, juste parce que le président à la tête du club est alsacien, je trouve ça très triste. Anatole du 49 me dit « Bonjour Pierre, à votre avis, qui devrait voter pour les trophées UNFP ?» C'est les joueurs qui votent. Donc le système de vote, il est au moins clair, quoi. C'est les joueurs. Alors maintenant, pour en avoir parlé avec plusieurs, ils en ont rien à cirer, les joueurs. Donc ils mettent au pif ou à la tête du client, donc Mbappé, Messi, voilà quoi. Donc le truc, c'est encore une fois, on donne trop d'importance à ces trucs qui sont juste faits pour faire une soirée télé qu'en plus personne ne regarde. Et je le sais parce que je peux vous dire que lorsque j'étais à Canal et que c'était Canal qui organisait cette soirée, c'était la pire tannée de la saison. Voilà, donc voilà, c'est les joueurs qui votent, mais je pense pas qu'ils le fassent avec beaucoup d'assiduité ni de concentration. Donc n'accordons pas à ces trophées là plus d'importance qu'ils ne le méritent. Alex Nissa du 06 et ses questions hebdomadaires me dit « Je sais Pierre que tu n'es pas un grand partisan de Tudor. » Ah bon, première nouvelle. Mais est-ce que l'OM ne ferait pas une énorme erreur à changer de nouveau d'entraîneur dès cet été alors que les tours préliminaires de C1 sont à jouer dès le mois de juillet? Et si j'en crois les déclarations de Pablo Longoria, on va encore avoir énormément de changements à l'OM cet été, comme les 2 derniers étés d'ailleurs. Ce qui n'est pas sans risque, parce que à force de tout changer, tu prends aussi le risque que des joueurs s'avèrent ne pas être au niveau d'exigence de l'OM, ni à la hauteur du climat là-bas. Quand je parle du climat, je parle pas du temps. Voilà, donc changer d'entraîneur, je sais pas. Après, ça dépend de ce dont Tudor a envie, des propositions qu'il va avoir, et des envies des dirigeants de l'OM avec lui. Ce qui est très curieux dans l'analyse de la saison de Tudor, c'est que il a fait plein de choses très bien et plein de choses très mal. Je pense que sa tactique de base, elle est bonne. Elle est très exigeante, mais elle est bonne. Le problème, c'est qu'il a absolument aucun plan B et que ça se fait au détriment individuel de certains joueurs qui vont au gré de grâce et de disgrâce. Pourquoi Mbemba a-t-il disparu de l'équipe comme ça ces derniers temps? Pourquoi Guendouzi ne rentre même plus dans un match de l'importance de Lille? Pourquoi Payet n'a quasiment pas été utilisé de la saison? Voilà, c'est tous ces problèmes. Maintenant, voilà, il est évident que si Longoria veut changer l'équipe à 60 ou 70%, il peut aussi changer l'entraîneur.